Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur le référentiel REF 3 qui a pour objectif d'accompagner et de massifier la rénovation des bâtiments tertiaires. Ce webinaire est une introduction au groupe du travail sur les thématiques économie circulaire et économie de la fonctionnalité, auquel vous êtes confié le 25 mai prochain. Alors attention, la date a changé depuis la programmation initiale. L'ensemble de ces webinaires et groupes de travail sur le référentiel REF 3 sont animés par François Septier et moi-même, Élodie Donné, tous deux consultants bâtiments durables au CD2E et missionnés par la région Hauts-de-France pour développer ces outils opérationnels de façon collaborative. Alors commençons par un rapide rappel sur la démarche REF 3 et ses objectifs pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents webinaires. Il s'agit d'une dynamique initiée il y a une dizaine d'années et portée par la région Hauts-de-France. L'objectif principal de cette démarche est de promouvoir une région plus durable et plus solidaire. Les nombreux sujets traités sont les nouvelles énergies, la mobilité durable, l'économie circulaire, la décarbonation, la jeunesse, l'enseignement, la recherche et l'innovation, et enfin le bâtiment durable. Dans cette dernière rubrique, C'est dans cette dernière rubrique que le cadre de référence REF 3 s'insère en s'adressant plus précisément à la rénovation des bâtiments tertiaires. Ce cadre de référence a été élaboré donc l'année dernière, en 2022, avec le soutien de très nombreux contributeurs que vous retrouverez dans les documents qui sont disponibles sur les sites de la région Hauts-de-France et du CD2E. Il est le résultat d'un travail collaboratif de longue haleine avec les acteurs et les territoires, et il a pour vocation de guider les professionnels de la filière, les maîtres d'ouvrage, les financeurs et les décideurs publics en région. Il permet d'orienter les actions, d'améliorer la qualité des projets de rénovation des bâtiments tertiaires, tout en favorisant le dialogue et la collaboration entre l'ensemble des acteurs d'un projet, et ce, sur toute la durée du projet. C'est aussi un outil d'évaluation qui favorise la montée en compétences des professionnels et qui aide pour l'analyse des dossiers qui sont financés par des fonds publics tels que Fratri ou encore FEDER. Alors le référentiel est composé de 7 thématiques: performance et efficacité énergétique, économie circulaire, énergie renouvelable, confort et santé, économie de la fonctionnalité, gestion de l'eau et enfin territoire et site. Ce cadre de référence n'impose pas d'obligation de traiter l'ensemble des thèmes et ne constitue pas un référentiel exhaustif, mais il a vocation à s'adapter aux spécificités de chaque projet afin de faire évoluer vers l'exemplarité REF 3. Ainsi, pour chacune des thématiques, 4 niveaux d'ambition ont été fixés. Pour chacun de ces niveaux, il y a des exigences socles et des exigences complémentaires. Donc chacune des 7 thématiques du référentiel fait l'objet de webinaires d'introduction suivis de groupes de travail de co-construction des outils opérationnels. Ceux-ci vous sont proposés tout au long de l'année 2023 selon le calendrier que vous voyez s'afficher à l'écran et qui vous a été communiqué précédemment. N'hésitez pas à vous inscrire pour les 2 derniers si ce n'est pas encore fait. Le troisième atelier sur lequel nous allons travailler ensemble rassemble 2 thématiques, la thématique économie circulaire et la thématique économie de la fonctionnalité. L'épuisement des ressources naturelles nous amène à repenser totalement notre façon de vivre, de consommer et de jeter, d'où l'enjeu de ces thématiques que nous allons étudier. Concernant l'économie circulaire, le référentiel propose donc 4 niveaux d'ambition avec chaque fois 2 ambitions socles et pour les niveaux 1 et 3, une ou 2 ambitions complémentaires. Contrairement au modèle économique linéaire traditionnel qui est fondé sur le schéma du prendre, faire, consommer, jeter, l'économie circulaire, elle, est basée sur la réutilisation, la réparation, la rénovation et le recyclage dans un cycle presque fermé. Le passage à une économie circulaire répond donc à une logique environnementale, mais également économique. Cette économie circulaire, elle repose, selon l'ADEME, sur 7 piliers. L'approvisionnement durable, c'est-à-dire un mode d'extraction et d'exploitation durable des ressources.
L'éco-conception, qui consiste à intégrer les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit. L'écologie industrielle et territoriale, qui vise à optimiser les ressources, équipements et expertise via une approche systémique à l'échelle d'un territoire. L'économie de la fonctionnalité, autrement dit, préférer l'usage à la possession, vendre un service plutôt qu'un bien. La consommation responsable, c'est-à-dire un processus d'achat qui prend en compte les impacts environnementaux et sociaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit. L'allongement de la durée d'usage, consistant à valoriser le réemploi ou la réutilisation de produits via le recours à la réparation, à la vente, achat ou au don d'occasion. Et enfin, le recyclage. Alors, le contexte réglementaire concernant l'économie circulaire, il y a la loi AGEC du 10 février 2020 qui vise à transformer l'économie linéaire, donc produire, consommer, jeter, en une économie circulaire. L'objectif, c'est de mettre fin à toutes les formes de gaspillage. La loi AGEC, elle a créé notamment pour le maître d'ouvrage l'obligation d'effectuer un diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, qu'on appelle aussi PEMD, lors de travaux de démolition ou une réhabilitation significative de bâtiments. Ce diagnostic, il fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue de leur réemploi ou à défaut de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Également, depuis le 1er mai, des éco-contributions sont désormais appliquées sur les produits et matériaux de construction afin de financer la filière REP bâtiment. REP, responsabilité élargie du producteur. À l'aide de ces éco-contributions, les éco-organismes agréés par l'État ont notamment pour mission d'organiser la reprise sans frais des déchets triés et leur valorisation. L'économie circulaire, elle est également traduite au sein de diverses certifications et labels environnementaux spécifiques, comme par exemple le label BBCA, qui valorise la déconstruction sélective, la mutualisation d'espace, l'adaptabilité du bâtiment ou encore la réversibilité des usages. Le label Cradle to Cradle, qui met en avant la mise en œuvre de matériaux sains issus du réemploi, dont les principales matières premières sont traçables. Le label bas carbone, qui permet de certifier des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de stockage carbone. Le label Circolab, qui, lui, mesure la démarche de réemploi de matériaux des projets. L'évolution des réglementations thermiques fait aussi qu'il n'est plus possible de considérer une rénovation de bâtiment sous le seul prisme de l'énergie. Aujourd'hui, il est indispensable de développer une réflexion globale dès la phase de programmation afin de limiter l'impact environnemental des matières premières utilisées. Alors, comment on met en pratique cet objectif d'économie circulaire concrètement sur une opération? Dans un premier temps, il s'agit d'étudier la possibilité du réemploi. Le réemploi, il est défini par l'ADEME comme toute opération par laquelle des substances ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. L'impact carbone d'un matériau réemployé, il est très faible par rapport à celui d'un produit neuf. Il est donc pertinent d'étudier dès la programmation du bâtiment son potentiel de réemploi. Ensuite, il existe plusieurs possibilités. D'abord, pour les matériaux du projet, ils peuvent être soit réemployés sur site ou sur un autre site. Ensuite, il est également possible d'importer des matériaux issus d'autres chantiers de déconstruction. Pour ça, il existe des plateformes de réemploi de matériaux qui mettent en relation les acteurs de la filière de l'économie circulaire, tels que CycleUp, Bacacia ou d'autres encore. Une fois qu'on a étudié les possibilités de réemploi, il s'agit de réfléchir à l'éco-conception de notre projet. Pour ça, il y a un outil qui existe qui permet d'étudier l'impact environnemental des composants d'un projet. C'est l'analyse du cycle de vie. L'ACV, c'est une technique d'évaluation des aspects environnementaux et
des impacts environnementaux potentiels associés à un système de produit. L'ACV est un outil qui permet donc de faire des choix éclairés et de choisir des pistes d'éco-conception en connaissant les impacts environnementaux de tel ou tel matériau sur la vie du bâtiment. Les qualités d'un écomatériau s'apprécient dans leur globalité. Il ne suffit pas d'être naturel pour être écologique. Il faut tenir compte de la manière dont le matériau est produit, transformé, mis en place, et enfin, comment il sera recyclé en fin de vie et à quel coût. Les matériaux biosourcés sont issus de matières premières renouvelables et parfois recyclées, et répondent donc à l'enjeu de l'épuisement des ressources fossiles et minérales. Issus en grande partie de biomasse végétale, ils stockent du carbone durablement et peuvent ainsi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment. Lorsqu'ils sont locaux et peu transformés, les matériaux biosourcés et géosourcés présentent une faible empreinte environnementale et répondent donc à l'enjeu d'éco-conception. Donc, comme on l'a vu, les grandes ambitions, elles ont été fixées dans le référentiel. D'abord le diagnostic, l'éco-conception, l'intégration de matériaux économes en ressources, la provenance de matériaux, etc. Aujourd'hui, il s'agit de travailler ensemble sur la déclinaison de ces objectifs en critères opérationnels afin d'analyser vos projets selon le référentiel REV 3. Pour illustrer cette thématique, voici deux exemples de projets qui ont intégré l'économie circulaire dans leur conception. Le premier, c'est le projet de l'Amaillerie à Villeneuve-d'Ascq, qui consiste en une requalification du site logistique de l'entreprise 3 Suisse. Une grande partie de la structure existante a été réemployée et participe donc à la maîtrise des ressources et à la minimisation de l'impact environnemental du projet. Des matériaux issus de la déconstruction ont également été valorisés et réutilisés sur d'autres chantiers. Le second projet, c'est celui de la Lainière à Roubaix. La maison du projet de la Lainière a été conçue selon le principe de cradle to cradle, qui est une démarche qui intègre pleinement l'éco-conception et une exigence écologique dont le principe est zéro pollution et réutilisation totale. La construction a ainsi été réalisée afin que tous les matériaux puissent être réutilisés. Le choix s'est porté sur des matériaux biologiques, sans ajout de produits chimiques, pour une réincorporation dans les cycles naturels. Et enfin, une autre démarche inspirante en termes d'économie circulaire, qui a d'ailleurs reçu le trophée REV 3 dans la catégorie économie circulaire en 2022, c'est la réalisation une unité de valorisation des déchets pour le LFB. Le projet, il favorise la mise en œuvre de matériaux biosourcés, recyclés, réemployés et majoritairement issus de filières locales. On peut notamment citer comme bonne pratique l'isolation en caisson de paille, l'emploi de granulats recyclés dans la dalle béton, les bardages issus des stocks de fin de série. Le fonctionnement du bâtiment a également été optimisé de sorte à profiter de ressources environnantes pour alimenter le bâtiment. Alors dans ce webinaire, nous traitons un second thème qui est l'économie de la fonctionnalité. Alors beaucoup moins popularisé que la performance énergétique ou que l'économie circulaire, c'est néanmoins un sujet essentiel et incontournable dans la dynamique de l'éco-transition. L'économie de la fonctionnalité s'adresse à de nombreux secteurs, l'industrie, les déplacements, le commerce et bien sûr le bâtiment. Le référentiel propose toujours 4 niveaux d'ambition, avec chaque fois une ambition socle, et pour les niveaux 2 et 3, une ambition complémentaire. Sur ce thème, il s'agit bien d'ambition, de volonté du maître d'ouvrage d'intégrer son bâtiment dans une dynamique évolutive au service des usagers. Pour atteindre cet objectif, il doit s'entourer de compétences spécifiques et impliquer les futurs usagers dans la programmation. Alors la définition d'économie de la fonctionnalité selon l'ADEME est la suivante. L'économie de la fonctionnalité consiste à fournir aux entreprises, individus ou territoires des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la vente d'une performance d'usage ou d'un usage et non sur la simple vente de biens. Il s'agit donc de remettre l'humain au cœur du projet en prenant en compte les intérêts, les attentes, les besoins, les préoccupations individuelles, les motivations et les contraintes. Il s'agit également de permettre la participation active des usagers
en les associant aux décisions, en les rendant acteurs, favoriser les démarches participatives et la co-construction. Il s'agit également de concilier le confort, la sobriété énergétique et la qualité de vie en adaptant les espaces de vie aux usagers et en leur permettant la meilleure appropriation possible. Alors le lien avec l'économie circulaire décrit précédemment apparaît alors évident. Les objectifs étant de permettre une moindre consommation des ressources naturelles dans une perspective d'économie circulaire, un accroissement du bien-être des personnes et un développement économique. Alors comment intégrer cette dimension dans les projets de réhabilitation? C'est, comme nous l'avons dit, avant tout une dynamique initiée par le maître d'ouvrage. L'économie de la fonctionnalité est basée sur une démarche complexe qui s'inscrit dans la durée. Les résultats ne sont donc pas immédiats. Il faut privilégier une approche progressive qui s'appuie sur une gestion de projet optimisée. Alors pour mener à bien cette démarche, le maître d'ouvrage doit s'entourer de compétences spécifiques. Parmi celles-ci, l'assistance à maîtrise d'usage joue un rôle essentiel. Il orchestre la concertation de l'ensemble des parties prenantes durant les phases de programmation et de conception de l'ouvrage. La première étape est l'identification des besoins. Ces besoins, exprimés par les futurs usagers du site en cours d'atelier d'échange, sont traduits dans le programme de la rénovation du bâtiment. Dans une optique d'adaptation ultérieure, il est nécessaire de réfléchir aux usages futurs du bâtiment et aux moyens à mobiliser. Pour cela, il faut identifier la capacité de l'ouvrage à pouvoir évoluer dans ses usages, ainsi que dans sa modularité. La programmation et la conception du projet doivent intégrer un travail sur l'adaptation du bâtiment à différents types de publics et à différents besoins. Un élément important de la démarche est l'optimisation et l'éventuelle mutualisation des espaces. Il faut donc traduire en termes de programmation et de conception l'adaptation des surfaces et aux besoins, identifier et de prévoir la mutualisation d'espaces pour différents usages futurs. Cela implique d'anticiper la potentielle évolution de ces usages, mais également celle des cloisonnements, des capacités, des mobiliers, etc. Cette démarche doit également être prise en compte par les lots techniques, tels que le chauffage, la ventilation, la canalisation, les canalisations, pardon, les réseaux électriques. Ces choix et ces orientations, décidés collectivement, doivent être intégrés dans une notice de transformation pour l'évolution des espaces. L'ensemble des aménagements intérieurs ainsi que leur mobilité y sont détaillés. C'est sur cette base que nous allons maintenant travailler en groupe de travail afin de décider ensemble quelles seront les ambitions qui seront fixées dans le référentiel et quels justificatifs demander aux équipes projet. Alors pour illustrer cette thématique, deux projets exemplaires. Tout d'abord le Bazar Saint-Saul. Le projet concerne la transformation d'une ancienne halle de gare, notamment la gare Saint-Sauveur à Lille, en un lieu dédié à l'économie créative, tout en conservant la structure voûtée en béton. Le bâtiment accueille à la fois des ateliers, un espace événementiel, des bureaux et salles de réunion, des espaces de coworking et un espace cuisine. Alors afin d'assurer un confort intérieur qualitatif important, le choix s'est porté sur une solution d'isolation en fibre de bois pour les parois opaques. L'aménagement intérieur en bois permet une grande modularité des espaces, cloisons, panneaux d'agencement, etc. Et pour une évolution future, les réseaux ont par ailleurs été laissés apparents pour réaliser une économie de matière et favoriser cette modularité. Deuxième exemple, l'Ermitage. L'Ermitage est un tiers-lieu d'innovation rurale et citoyenne dédié à l'expérimentation dans les domaines de l'agroécologie, la transition énergétique et le vivre ensemble. L'implantation des différents espaces est réfléchie de façon à ce que ceux-ci soient modulables et adaptables en fonction des expérimentations et des projets, tout en tenant compte des spécificités du terrain et de l'écosystème. Différents espaces traitant de thématiques variées telles que les jardins, le théâtre de verdure, le plateau, les chalets ou encore le hameau et ses ateliers. Alors voilà dans les grandes lignes les objectifs de la prise en compte de l'économie circulaire et de l'économie de la fonctionnalité dans les opérations de rénovation.
Alors concrètement, le référentiel doit permettre d'identifier rapidement les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. L'outil d'analyse se présente sous un format Excel, dont vous voyez un extrait à l'écran. Il se veut simple d'utilisation et permettra d'accompagner les projets en permettant une évaluation aux différentes étapes clés de l'opération. L'objectif des groupes de travail thématiques est bien de compléter cet outil avec les prescriptions précises qui seront demandées pour chacune des exigences. Voilà, nous avons parcouru les enjeux et ambitions concernant les thématiques économie circulaire et économie de la fonctionnalité. On vous donne rendez-vous donc le 25 mai pour l'atelier de co-construction qui aura pour objectif de répondre aux questions qu'on a évoquées dans ce webinaire. N'oubliez pas de vous inscrire pour cet atelier et le suivant sur le site internet du CD2E si ce n'est pas encore fait. On compte sur votre présence. Merci de nous avoir suivis sur cette présentation et à très bientôt.